Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à notre webinaire sur les perspectives macroéconomiques. Aujourd'hui, on est le 3 décembre et nous allons parler de l'état de santé de l'économie globale. Mon nom est Renato Guerrero, directeur global de la distribution chez Candriam, et je suis accompagné par Anton Brender, notre économiste en chef, et Florence Pisani, directeur global de la recherche économique chez Candriam. Avant de démarrer, je souhaite vous rappeler que Candriam se porte bien, que tout son personnel va bien et que nous travaillons en pleine efficacité. Je suis aussi heureux de vous annoncer que Candriam a dépassé les 5000 inscrits à son académie sur les investissements durables. Et ces 5000 personnes proviennent de 30 pays différents. Récemment, les Nations Unies, et notamment le chapitre sur les investissements durables, le PRI, nous a repris dans les 20 meilleures sociétés de gestion pour le reporting climat. Et l'indice Hirschel et Kramer nous a confirmé dans le top 3 des meilleures sociétés de gestion responsables. Finalement, je suis heureux de vous annoncer qu'avec 138 milliards sous gestion, Candriam a atteint son plus haut historique d'un cours sous gestion. Et pour ça, je vous remercie de votre confiance et fidélité. Au cours du mois de novembre, nous avons eu beaucoup de bonnes nouvelles. Nous avons eu les élections présidentielles aux États-Unis. Nous avons enregistré de très belles performances sur les marchés financiers. Nous avons vu arriver plusieurs vaccins contre le Covid. Et très récemment, le Congrès américain semble être bien orienté vers l'approbation d'un plan de relance de 900 milliards de dollars. En somme, ça fait bien espérer. Mais pour mieux comprendre tout cela, je passe la parole à Anton Brender. Merci Renato. Tu as presque tout dit déjà à propos de l'économie américaine, mais on va essayer d'entrer un peu plus dans les détails et de prendre un tout petit peu de recul. Donc, si vous voulez bien, on va regarder nos slides habituels. Alors, très rapidement, d'abord, sur l'évolution de l'économie mondiale, je crois que ça a été dit et répété, on vient vraiment de vivre quelque chose sans précédent. Vous voyez ici la baisse d'activité qui a eu lieu, nettement supérieure, c'était à la fin du deuxième trimestre, nettement supérieure à ce qui s'était passé lors de la grande crise financière. Et pour résumer aussi les traces que ça va laisser, d'après les dernières prévisions du FMI, vous voyez que l'année prochaine, 2021, va être le PIB mondial va se trouver à peu près 6% en dessous de là où il aurait été sans crise. Donc un choc d'une ampleur massive. Et il va laisser une deuxième trace, on aura l'occasion aussi de revenir partout. L'endettement, et en particulier l'endettement public, va progresser. Vous avez ici les hausses de dette publique que l'on attend sur 2020 et 2021 dans les pays développés, dans les pays émergents, partout, un soutien et une hausse de l'endettement public massif. Alors, la première économie dont je vais parler, c'est la Chine. La Chine, c'est un petit peu le cas paradoxal. C'est le pays où d'où la pandémie est partie, c'est aussi le pays qui, le plus rapidement, l'a maîtrisé à sa façon, bien sûr, et qui pratiquement est en passe de remettre son économie sur les rails où elle se trouvait avant la pandémie. Ce n'est pas complètement fait, mais c'est en train de se faire. Et l'autre chose importante, c'est qu'en même temps, la Chine a réagi à la pression continue des États-Unis et a infléchi sa stratégie dans un sens qui maintenant l'amène à compter sur ses propres forces, compter sur son marché intérieur, redéfinir ses relations avec l'extérieur. J'en dirai un mot aussi dans une seconde. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, comme partout, une chute spectaculaire de l'activité, mais un rebond. Vous voyez où on est à la fin du troisième trimestre en termes de croissance. On est revenu sur une croissance en rythme annuel de presque 5%. Et si vous regardez les différents secteurs qui ont contribué à ce rebond, vous voyez en haut à droite la contribution de la construction. La construction a cru plus rapidement encore qu'avant la crise. L'industrie est pratiquement revenue sur ses taux de croissance. Par contre, et on va parler en permanence, Florence et moi, de secteurs affectés par la pandémie. Si vous regardez l'hôtellerie-restauration, en bas le trait jaune,
vous voyez que là, l'activité continue d'être relativement déprimée. Mais ça, c'est une constante qu'on va trouver. Tout n'est pas revenu encore à la normale, même en Chine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un soutien budgétaire considérable. Il s'est concentré sur la fin de l'année. Vous voyez ici le solde budgétaire qui s'est fortement dégradé. En particulier, c'est les petits bâtonnets les plus foncés sur le deuxième semestre. Et ça, bien sûr, ça a contribué au rebond de l'activité. En même temps, le crédit a réaccéléré, le crédit au secteur privé, au secteur public, aux collectivités locales. Vous voyez ici le flux total de crédit à l'économie, une forte accélération. Et l'endettement des entreprises a progressé, l'endettement des ménages a continué de progresser. Et ça a permis à l'investissement, et en particulier l'investissement immobilier, l'investissement résidentiel, de reprendre des couleurs assez rapidement. Et vous voyez que le total de l'investissement est aujourd'hui en glissement annuel, en progression. Pas revenu sur les taux habituels, mais en progression, ce qui n'est pas le cas partout. Alors, ce qui reste un tout petit peu déprimé, c'est bien sûr ce qui touche à la consommation des ménages. Les ventes au détail n'ont pas repris un taux de croissance aussi important qu'avant la crise, mais on n'en est pas loin. Et si vous regardez du côté du total de la consommation, pas seulement les ventes au détail, mais la consommation totale, vous voyez que son rythme de croissance reste inférieur à celui du revenu disponible. Et le revenu disponible des ménages n'a pas encore complètement retrouvé son rythme de croissance d'avant-crise non plus. Le résultat, c'est qu'on a un taux d'épargne qui est monté, qui reste élevé, et en même temps, le taux de chômage, qui est la conséquence du fait que l'économie ne tourne toujours pas complètement à plein régime, eh bien, il était fortement monté, il a rebaissé et il est en train de revenir, là aussi, sur ses niveaux d'avant-crise. Alors, au total, pour nous, cette année, vous avez ici les contributions à la croissance des 3 premiers trimestres de l'année, de l'investissement et de la consommation. Vous voyez que la contribution de l'investissement, c'est la partie rose des bâtonnets. Vous voyez qu'elle est relativement maintenant normale. On a pratiquement la même contribution de l'investissement à la croissance sur les 3 premiers trimestres de l'année. Par contre, ce qui continue d'être un tout petit peu déprimé, c'est la consommation. Et le pari que nous faisons, c'est que malgré cela, d'ici la fin de l'année, les choses vont à peu près se normaliser. On croit toujours à cette trajectoire où l'économie chinoise va revenir sur sa tendance à la fin de l'année 2020. Ce qui fait qu'on aura une croissance d'à peu près 2%, c'est ce qu'on attendait avant l'été, c'est à peu près ce qui devrait se faire. Et l'année prochaine, même si l'année prochaine, la tendance va être un peu plus faible qu'elle n'était avant crise, l'économie chinoise, elle est faite sur les prochaines années pour décélérer progressivement, on devrait avoir une activité qui progresse d'à peu près 9% sur l'ensemble de l'année 2021. Donc ça, c'est sur l'intérieur. Alors, les relations avec l'extérieur, elles sont assez bien résumées par ce qui s'est passé depuis un moment sur le cours du yuan. Il n'a pas arrêté de s'apprécier par rapport au dollar. Et ça, c'est un signe de distanciation, si je puis dire, de la Chine par rapport aux États-Unis. La Chine mène une politique qui est de plus en plus autonome dans ses relations extérieures. Elle compte moins sur les États-Unis et plus sur les pays qui sont autour d'elle. Et juste pour le rappeler, on a mis ici quelques éléments sur le RCEP, le nouveau traité de libre-échange qui vient d'être conclu autour du Pacifique, largement sous l'influence de la Chine, mais pas uniquement, bien sûr. Le Japon, l'Australie en font partie, l'Inde en est exclue et bien sûr aussi les États-Unis. Donc ça, c'est une nouvelle forme d'intégration régionale après la route de la soie, une intégration, une zone de libre-échange, une vaste zone de libre-échange, un tiers en gros du commerce, de la population et de l'économie mondiale. Donc voilà pour la Chine. Alors, aux États-Unis, la situation est nettement moins claire, même si notre titre, et c'est vrai, c'est que les incertitudes, avec la victoire de Joe Biden, les incertitudes se dissipent et sur le plan politique et aussi sur le plan économique, nous semble-t-il. Alors, la croissance, c'est un peu comme en Chine. Le rebond a été spectaculaire, moins spectaculaire qu'en Chine, même si on n'est pas revenu encore là d'où on était parti. Et quand on regarde qu'est-ce qui contribue à ce rebond, vous voyez que l'investissement résidentiel
grâce au taux bas, a fortement progressé et soutenu la croissance. Mais vous voyez que la consommation reste encore en dessous du niveau où elle était début 2019. Donc, on est sur une consommation, et j'y reviendrai bien sûr, qui continue d'être nettement plus faible que la normale. Si on regarde maintenant du côté de l'investissement, vous voyez que l'investissement en droit de propriété intellectuelle, c'est la moitié, je le rappelle, de l'investissement des entreprises américaines. Il est stable, il n'a pas baissé, il ne s'est pas contracté, il a résisté à la crise, c'est la moitié de l'investissement. Ce qui a fortement baissé, c'est l'investissement en équipement. Il a rebondi, mais il n'est pas revenu sur son niveau de début 2019, c'est ce que montrent nos petits graphiques. Et quand on regarde à l'intérieur, on voit qu'il a rebondi en particulier grâce à l'investissement en matériel informatique. Ce qui reste déprimé, par contre, c'est l'investissement en matériel de transport. Et ça va mettre un petit peu de temps, nous semble-t-il, à se normaliser. Si maintenant, on regarde comment on a réussi à gérer donc, ces 3 premiers trimestres, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quelque chose qu'on avait déjà commenté avant l'été. La consommation a été fortement affectée par la pandémie. Mais la façon dont elle a été affectée est importante. C'est ce qu'on essaie de décrire avec les slides, les graphiques qui viennent de s'afficher. À gauche, vous avez les indicateurs qui permettent de suivre en temps réel la consommation et qui permettent de la détailler selon les niveaux de revenus de ceux qui font les dépenses de consommation en question. Et vous voyez que la consommation des ménages à bas revenus est pratiquement revenue très rapidement. Avant l'été, elle était revenue sur son niveau antérieur, donc un comportement de dépense des agents qui gagnent peu. C'est une grande partie de la population américaine. Qui est revenu à la normale. Par contre, ce qui est resté déprimé, ce qui reste déprimé et qui n'est toujours pas normalisé, on est à peu près 10% sur le graphique en dessous du niveau normal, eh bien, c'est la consommation des ménages à haut revenu. Et la raison, elle est simple. Si vous regardez à droite, c'est que c'est essentiellement les ménages à haut revenu qui font des dépenses de restauration, qui vont à l'hôtel, qui voyagent, etc., etc. Et ce sont ces composantes-là de la dépense des ménages qui restent déprimées. Alors, en gros, ce qui s'est passé, c'est que bien, la distanciation sociale a conduit les ménages les plus aisés à dépenser moins pour les services. Et malheureusement, ces secteurs de services sont des secteurs qui, donc ceux qui ont été affectés directement par la pandémie, sont des secteurs qui emploient essentiellement une main-d'œuvre à bas salaire. Donc, le fait que les plus riches ont moins dépensé a affecté des secteurs dans lesquels on emploie beaucoup de gens à salaire relativement faible. C'est ce qu'illustre le graphique qui vient de s'afficher. Et vous voyez qu'en gros, la vingtaine, un peu moins de 20 millions d'emplois ont été détruits, la partie rose du graphique, dans des secteurs qui emploient une main-d'œuvre dont le salaire horaire est nettement plus faible que la moyenne, les services de restauration, le commerce de détail, les secteurs de loisirs, etc. Et ça, c'est la situation à laquelle l'État américain et les autres États d'ailleurs se sont trouvés confrontés. Et face à ça, qu'a fait l'État américain? Il nous semble qu'il a fait ce qu'il devait faire, c'est-à-dire qu'il a emprunté l'épargne que les plus riches ont dégagé, les ménages les plus aisés, ils ont consommé moins, donc ils gagnaient à peu près autant parce qu'ils ont conservé leur emploi et leurs revenus pour la plupart. Ils ont juste dépensé moins, donc ils ont épargné. Et l'État a emprunté leur épargne pour faire des transferts vers les chômeurs. Et vous le savez, on a fortement amélioré les revenus des personnes qui avaient perdu leur emploi et même des autres. Tous les bas revenus ont touché des chèques aux États-Unis jusqu'à 100 000 $ par de salaire annuel. On a touché un chèque. On a vu les indemnités chômage être fortement améliorées et on a versé des transferts donc, aux ménages. Ça a permis de faire que le revenu des ménages a cru plus rapidement après la crise, malgré la crise, qu'ils ne l'auraient fait autrement. En même temps, leur consommation a baissé, ce qui fait qu'une épargne massive s'est dégagée, l'épargne des plus riches, et aussi une partie de l'argent que les moins aisés, ceux qui ont touché des transferts, ont mis de côté. Le résultat, vous le voyez là, c'est que l'épargne des ménages a explosé, l'endettement de l'État américain a lui aussi explosé, et ça a été, nous semble-t-il, une bonne chose. Ça a permis de limiter les dégâts en matière d'activité.
Alors ça, c'était la situation qui s'est nouée et qui s'est dénouée donc sur la première partie de l'année jusqu'à la fin du troisième, jusqu'à l'automne. Le problème, vous le savez, c'est que la pandémie est repartie aux États-Unis comme ailleurs. Et vous voyez que si vous regardez non pas les cas, mais les hospitalisations, c'est bien une réalité. Il y a eu beaucoup plus d'hospitalisations, une explosion des hospitalisations à partir du début de l'automne. Et la diffusion de la pandémie aux États-Unis s'est généralisée à toutes les régions, et en particulier, si vous regardez attentivement le graphique, vous allez voir que les régions des Grands Lacs, celles où on a disputé fortement les élections ont été très disputées, où il y a eu beaucoup de rallyes de Trump, mais aussi de Joe Biden. Eh bien, c'est dans ces États-là, en particulier, que la pandémie a le plus progressé au cours des dernières semaines. Ça, c'est bien sûr quelque chose qui, normalement, va freiner un peu l'activité. Il n'empêche qu'avec la perspective d'une vaccination progressive de la population, il nous semble que le scénario qu'on continue de privilégier reste plausible. Retour de l'économie américaine sur sa trajectoire de croissance à la fin de l'année prochaine. Pas de cette année comme en Chine, mais de l'année prochaine. Et ça, malgré un petit plateau, vous le voyez, à la fin de cette année, eh bien, il nous semble que ça donnerait pour cette année une croissance un peu inférieure à 4%, et pour l'année prochaine, une croissance qui pourrait être quelque part entre 4 et 5%. Ça, c'est bien sûr un scénario de référence, on y croit. Pour que ça se passe bien, toutefois, il y a une série de questions qui vont se trouver posées. D'abord, pardon, j'ai juste un petit problème. Voilà. D'abord, il faut savoir si le chômage va se résorber pendant toute cette période. Et je rappelle qu'actuellement, il y a plus de 10 millions de chômeurs. Enfin, il y a plus de 10 millions d'emplois manquants dans l'économie américaine qu'il faudrait recréer. Et puis, d'autre part, voilà, eh bien, il faut aussi que les grands mouvements financiers qui ont eu lieu, progression de l'épargne financière des ménages, augmentation du déficit public, ces deux choses sont à peu près symétriques. Il faut voir comment tout ça va ou ne va pas se résorber, même si l'économie retourne vers sa tendance de croissance à la fin de l'année prochaine. Alors pour ça, on peut se poser des questions d'abord sur l'investissement. Est-ce qu'il y a un risque du côté de l'investissement des entreprises? Nous, il nous semble qu'il y en a assez peu. Les entreprises américaines se sont fortement endettées par précaution. Elles ont mis beaucoup d'argent de côté. Vous voyez que la dette des sociétés non financières a fortement progressé, mais je répète, elles ont mis une grande partie de cet argent de côté. Le souci, c'est bien sûr sur les profits, les résultats des entreprises, des petites et des grandes. Et là, il y a une mesure qui a été prise aux États-Unis qui était originale, c'est le fameux Paycheck Protection Program, qui était destiné à aider d'abord à emprunter, mais finalement peut-être à trouver des ressources, les petites entreprises. Elles ont emprunté plus de 600 milliards de dollars, et vous savez que ces petites entreprises, si elles préservent en partie leur emploi, peuvent bénéficier de la transformation des emprunts qu'elles ont faits en subventions. Donc, elles n'auront pas à les rembourser. Et ça, c'est en train de se passer. Donc, on connaît le résultat à la fin du troisième trimestre. Et en gros, sur les 630 milliards à peu près de résultats que les entreprises auraient perdus sans le Paycheck Protection Program, eh bien, le Paycheck Protection Program, la transformation des prêts en subventions, va leur amener près de 370 milliards de subventions. Et ça, bien sûr, ça va limiter les dégâts. Alors le problème, si vous lisez aujourd'hui le journal, le New York Times, vous allez voir qu'une partie de ces prêts et sans doute de ces subventions n'ont pas forcément été aux entreprises qui ont été les plus touchées, ni même aux plus petites, mais globalement, il nous semble que c'est un facteur qui limite le risque sur l'investissement des entreprises. Et puis la dernière chose qui fait que l'investissement des entreprises ne devrait pas être trop touché, c'est que la part des secteurs affectés par la pandémie, l'hôtellerie, la restauration, etc., eh bien, leur part dans l'investissement productif, elle est relativement faible. Donc tout ça, ça ne nous rend pas trop inquiets sur l'investissement des entreprises. Là où il y a un problème, et c'est ce que Renato a évoqué dans son introduction, c'est du côté des ménages qui n'ont pas d'emploi, qui ont perdu leur emploi et qui ont des revenus faibles. Pour cela, vous savez,
amélioration des prestations des indemnités chômage qui a été faite, des chèques qui ont été versés. Tout ça s'arrête aujourd'hui. À la fin du mois de décembre, tout cela va s'arrêter. Ce qui s'est déjà arrêté sont les indemnités chômage qui ont été versées. Alors, ce qui nous préoccupe, et c'est ce que Renato a évoqué, c'est de savoir si on va effectivement décider d'un stimulus supplémentaire pour venir en aide à ceux qui n'ont toujours pas d'emploi. Et il nous semble que si ça ne se fait pas, et c'est en train d'être discuté avant la fin du mois de décembre, ça se fera sûrement au début de l'année prochaine, mais juste pour voir l'enjeu, il nous semble que si ça ne se fait pas, c'est à peu près, dans notre scénario, 1,5 point de croissance en moins pour l'économie américaine sur l'année 2021 qui sont en jeu. Et ça, bien sûr, ce n'est pas complètement négligeable. Le pari que nous faisons, j'y reviendrai dans une seconde, c'est que ça se fera. Alors, deuxième risque pour l'économie américaine, c'est pour sa trajectoire l'année prochaine, c'est que les comportements de distanciation sociale, jusqu'ici on a fait l'hypothèse qu'ils allaient revenir à la normale, disparaître en termes de distanciation, eh bien, si ce retour à la normale ne s'effectuait pas, si le comportement de dépenses des ménages était durablement modifié, ça aussi, ça aurait des conséquences sur la trajectoire de l'économie américaine. Vous voyez ici ce qui s'est passé en termes de mode d'achat au détail des ménages. Vous voyez la forte progression de l'e-commerce dans l'économie américaine. Il faut juste rappeler qu'un $1 acheté par e-commerce, c'est à peu près 6 fois moins, ça demande à peu près 6 fois moins d'emplois aux États-Unis que $1 acheté par le commerce de détail habituel. Et donc ça, bien sûr, si ça perdurait, ça poserait des problèmes à l'emploi aux États-Unis. Le commerce de détail était un secteur grand créateur d'emplois pendant très longtemps aux États-Unis. Il pourrait ne plus créer d'emplois si le mode d'achat des ménages se modifiait durablement. Deuxième chose, il n'y a pas que la façon dont les ménages achètent, il y a aussi ce qu'ils achètent. Et là, on a fait une petite simulation dans laquelle on a voulu illustrer ce que pourrait coûter en termes d'emploi le fait que les ménages américains aillent moins au restaurant, consomment moins des services touchés par la pandémie. Ils perdent l'habitude de consommer comme auparavant. Et vous voyez, on a fait un choc sur les secteurs touchés et un report vers l'alimentation, les achats de produits alimentaires, les achats d'autres biens. On a fait un choc de 10% sur les secteurs touchés. On suppose que là-dessus, eh bien, il y a durablement un changement de comportement, un report sur les autres biens. Eh bien, vous voyez, au total, les ménages dépensent autant, mais ils n'achètent pas la même chose. Et là, le simple fait que le contenu en emploi des services que les ménages consommeraient moins est nettement supérieur à celui des biens qu'ils achèteraient, fait qu'on détruirait, avec le choc qu'on a fait, 1 million d'emplois en net dans l'économie américaine. Et ça, bien sûr, c'est aussi un des problèmes auxquels l'économie américaine va être confrontée. Il y a un besoin de soutenir l'activité pour créer des emplois. Et il nous semble que le programme de Joe Biden vient à point nommé s'inscrire dans cette conjoncture, donc parce que à court terme, je l'ai évoqué tout à l'heure, eh bien Joe Biden va tout faire et le nouvel secrétaire d'État au Trésor le fera également, je pense, pour qu'un accord soit trouvé au Congrès pour un soutien supplémentaire aux chômeurs. Et à plus long terme, surtout, son programme vise à recréer une classe moyenne, à promouvoir un nouveau contrat social, je reprends ces termes, et à créer des emplois en investissant dans des infrastructures, dans le verdissement de l'économie, dans sa digitalisation. Et tout ça, ça a été chiffré, ça amènerait à peu près, sur les 4 années de sa présidence, 1 point de croissance supplémentaire à l'économie américaine, largement de quoi compenser les pertes d'emploi que j'ai évoquées il y a une seconde, les risques de perte d'emploi que j'ai évoqués il y a une seconde. Alors, vous le savez aussi, il n'y a pas de majorité aujourd'hui démocrate qui soit acquise au Sénat. Il nous semble que même si Joe Biden et les démocrates n'ont pas une majorité au Sénat à l'issue des élections qui auront lieu en Géorgie au début du mois prochain, il nous semble que malgré tout, la probabilité qu'il arrive à mobiliser une majorité au Sénat, une majorité bipartisane, elle n'est pas nulle. Il y a plusieurs sénateurs démocrates qui petit à petit se détacheront de l'influence de Donald Trump une fois qu'il aura quitté la présidence. En tout cas, nous ne sommes pas totalement pessimistes sur ce point.
Alors, qu'est-ce qui va rester dans ce cas-là? Eh bien, il va rester quand même des traces financières considérables de cet épisode, d'abord du côté des entreprises, parce que beaucoup risquent de faire faillite malgré toutes les aides dont on a parlé. Et donc, ce qu'on a fait, c'est un petit chiffrement rapide pour voir quel risque il y a de voir les banques américaines avoir des problèmes et donc ne plus être en état de prêter à l'issue de cet épisode, une fois que les choses se seront normalisées. Et donc là, vous voyez, ce qui s'est passé, c'est que les banques américaines ont d'emblée fait des provisions massives. Hein. Dès le début de la pandémie, elles ont commencé à provisionner pour le risque de crédit auquel elles risquent d'être confrontées, elles pourraient être confrontées. Et on a fait un petit calcul en utilisant la relation qui existe entre le taux de chômage, hein, qui résume le niveau de dépression de l'économie, et les faillites qui lui sont associées, faillites d'entreprise, mais aussi faillites de ménage. On a supposé, vous voyez, que sur les différents éléments qui sont à l'actif du système bancaire, on avait les conséquences d'une hausse d'un taux de chômage qui se maintiendrait à 10%. Nous, on pense qu'à la fin de l'année, il sera beaucoup plus proche de 5% que 10% la fin de l'année prochaine. Hein. Mais imaginons qu'il soit à 10%, et bien même avec un taux de chômage aussi important et les faillites qui lui sont associées, les banques américaines continueraient de disposer de suffisamment de capitaux propres pour continuer à faire crédit, me semble-t-il. Donc, on n'est pas inquiet du côté des entreprises. Alors, est-ce qu'il faut l'être du côté de l'endettement public? Parce que c'est l'autre trace importante, et on l'a évoqué d'emblée, de cette pandémie sur le système financier. Voyez ce qui s'est passé, hein, et ce qui va se passer en supposant que le comportement d'épargne des ménages se normalise, que l'endettement public, que le déficit public se réduise, revienne là où il était en gros avant la crise, eh bien on aurait quand même une forte accumulation de dettes publiques, à peu près 3 000 milliards de dollars de dettes publiques supplémentaires. C'est ici aussi ce qu'attend le CBO. Et ça, bien sûr, sa contrepartie, ça risque d'être, et c'est le cas pour l'instant, essentiellement des dépôts des ménages, puisque c'est eux, hein, ce sont eux qui ont l'épargne associée à ces déficits, des dépôts dans les fonds monétaires et sur leur compte en banque. Alors jusqu'à présent, comment est-ce que le Trésor s'est financé? Ben, vous voyez comment il s'est financé. Il s'est financé en empruntant essentiellement à court terme, en émettant des bons du Trésor. Le gros de l'emprunt de l'État américain s'est fait sous forme de bons du Trésor, un petit peu de notes et un petit peu, très peu, de bonds pour l'instant. Et tout ça, ça a été acheté par qui? Ben, ça a été acheté par deux opérateurs essentiellement, les fonds monétaires et la Réserve fédérale. Et la Réserve fédérale a laissé au marché essentiellement des bills, hein, c'est ce qu'on met sur le petit graphique du bas. Elle a acheté plus de bonds and notes qu'ils n'en ont été émis, donc elle a acheté surtout du long, et les bills ont été achetés pour une bonne part par les fonds monétaires et par les banques. Et vous voyez ici le bilan de la Réserve fédérale, eh bien, il y a massivement une hausse des bonds et notes qu'ils détiennent, un peu aussi de mortgage-backed securities. Et puis, de l'autre côté, vous voyez les réserves des banques qui se sont accrues, les ménages ont déposé dans leurs banques et les banques ont accumulé des réserves auprès de la Banque centrale américaine. Donc ça, c'est la situation dans laquelle on est. Et le résultat de tout ça, c'est bien sûr qu'il y a une accumulation massive de liquidités qui va se faire, et c'est sur ce point que je vais conclure, qui s'est faite et qui va continuer de se faire. Et si on raisonne tout bêtement en termes, vous voyez ici le trait jaune, c'est la part des dépôts des ménages en pourcent du PIB. Vous voyez qu'elle a explosé. On est sur des niveaux qu'on n'a jamais vus. Et si on raisonne de façon extrêmement simple, en supposant que, en termes d'équilibre de portefeuille, que les ménages voudraient ramener la part de liquidité qu'ils détiennent dans un rapport relativement normal avec le reste de leurs actifs, eh bien, ça veut dire que le prix des autres actifs risque d'avoir à monter. C'est ce qui est, nous semble-t-il, en train de se passer. Hein. Les prix des différents actifs montent à la fois parce que les taux sans risque sont extrêmement bas et aussi parce que la masse de liquidité qui est excessive et que la seule façon de rééquilibrer ça, à court terme en tout cas, à l'horizon de l'année prochaine, c'est de laisser monter une partie des prix d'actifs. Donc il nous semble que dans ce cas-là, la Réserve fédérale est dans une position où d'un côté, elle ne veut pas freiner l'économie parce que c'est trop tôt,
mais de l'autre, elle voudrait quand même contribuer à stabiliser un peu les évolutions des prix d'actifs. Et donc, il nous semble qu'elle devrait laisser la courbe des taux se quantifier un peu, pas trop, mais un peu, de façon à réinciter les gens à acheter des titres longs, et en particulier des obligations du Trésor. Et donc, elle va se trouver dans cette situation un peu délicate, mais qu'elle devrait arriver à gérer, où il faut laisser la courbe se quantifier un peu, mais pas trop. Donc, on est un petit peu sur cette idée que les taux longs américains vont devoir monter un petit peu à l'horizon de l'année qui vient. Voilà pour les États-Unis. Florence? Donc, on va passer à la zone euro et regarder un petit peu ce qui s'est passé d'abord chez nous. Premier élément, comme aux États-Unis, on a un choc qui a été relativement profond au deuxième trimestre. Et vous voyez que comme aux États-Unis aussi, finalement, la croissance européenne, dès qu'on a arrêté le déconfinement au troisième trimestre, est repartie, elle est remontée assez vite. On s'est retrouvé au troisième trimestre 4% en dessous du niveau de la fin de l'année, donc une remontée de l'activité relativement rapide, même si le choc reste sévère. Deuxième élément qui est important pour la zone euro, c'est que tous les pays ne sont pas du tout dans la même situation, et c'est un peu là-dessus que je vais insister. Si vous regardez à droite, vous voyez qu'on a des pays dans lesquels le choc d'abord a été beaucoup plus sévère. Vous voyez en particulier la France, l'Italie, l'Espagne. Le choc a été beaucoup plus marqué qu'en Allemagne ou aux Pays-Bas. Vous voyez que la Belgique est dans une situation un peu intermédiaire. Partout, toutefois, on est remonté au troisième trimestre, mais là encore, avec des pays qui remontent plus ou moins. Vous voyez qu'en Espagne, on est toujours 9% en dessous du niveau de l'année précédente, alors qu'en Belgique, en France, on est plutôt 4%, 4-5% en dessous du niveau de l'année précédente. Donc un choc qui n'est pas le même dans tous les pays et des économies qui sont particulièrement affectées. Alors si on regarde un tout petit peu plus en détail, on voit en particulier que le choc sur l'emploi a été très différent. Et juste pour illustrer ça, on vous a mis à gauche ici le choc cumulé sur la croissance par secteur. Quand vous arrivez, vous voyez qu'en Espagne, à la fin du deuxième trimestre, on était 22% en dessous du niveau de la fin de l'année dernière, alors qu'en Allemagne, on était 10% en dessous. Et surtout, ce que vous voyez sur le graphique de droite, c'est que le choc du coup sur l'emploi a été beaucoup plus marqué dans certains pays que dans d'autres. Vous voyez qu'on a en Espagne détruit à peu près 9% de l'emploi, alors qu'en Allemagne, on est plutôt à 1%. On a préservé l'emploi grâce notamment au dispositif de chômage partiel. C'est vrai en Allemagne, mais c'est vrai en réalité dans la plupart des pays européens, même quand les chocs ont été un peu plus marqués, comme en France ou en Italie. Vous voyez qu'au total, on a finalement très bien préservé l'emploi, aussi bien en France, en Italie qu'en Belgique. Il y a eu entre 1 et 3% de baisse de l'emploi, alors qu'en Espagne, on est sur une contraction de l'emploi qui est de l'ordre de 9%. Donc un choc très profond sur l'emploi en Espagne. Et la conséquence, c'est quoi ? Eh bien, c'est qu'en matière de revenus disponibles des ménages, on a eu des évolutions qui ont été aussi très différentes selon les pays. Lorsqu'on a mis sur le petit graphique qui apparaît à droite de la page 40, vous voyez ici l'évolution de l'emploi, donc une baisse, je le disais, en Espagne de 9%. Et vous voyez qu'on a aussi eu des baisses en Irlande de l'ordre de 6% de l'emploi. Ceci étant, quand on regarde les revenus disponibles des ménages, on voit qu'à certains endroits, on les a préservés beaucoup mieux qu'à d'autres. Il y a eu énormément de transferts qui ont été mis en place. Vous voyez qu'en Irlande, aux Pays-Bas, le revenu des ménages a même plutôt eu tendance à monter par rapport à l'année dernière, alors qu'il s'est fortement contracté en Espagne, en Autriche, en Italie. Donc là, on a laissé des emplois se détruire et où il y a eu relativement peu d'allocations chômage. Eh bien, on a un choc sur le revenu des ménages qui a été beaucoup plus marqué, ce qui fait qu'on a une consommation qui a été aussi beaucoup plus faible dans ces pays-là. Deuxième élément, à gauche de la page 40, c'est un choc qui touche surtout les plus jeunes. Vous voyez que par âge, le risque de perte d'emploi pour les 16-24 ans est de l'ordre de 20% en Espagne, alors qu'il est de 3-4%, 5% en Belgique, 3% aux Pays-Bas. Donc il n'est pas le même selon les pays. Là encore, les pays du Sud sont plus touchés que les autres. Et ce sont surtout, évidemment, les risques de perte d'emploi de gens qui gagnent des salaires relativement peu élevés. Les bas revenus sont beaucoup plus à risque de perdre leur emploi que les revenus les plus élevés. Donc un choc extrêmement asymétrique entre pays, et à l'intérieur des pays, les jeunes et les bas revenus ont été beaucoup plus touchés.
Si on regarde ce qui s'est passé sur le troisième trimestre, on a 2 pays qui ont publié en détail l'évolution par secteur des valeurs ajoutées, et ça donne quand même une petite indication de l'asymétrie de ce choc. Alors, vous voyez ce qui s'était passé en France au deuxième trimestre, un choc, je le rappelle, qui est à peu près le même qu'en Espagne au deuxième trimestre. Donc, tous les secteurs se contractent, et certains secteurs, la restauration, les loisirs, se contractent beaucoup plus, moins 50, moins 30% sur ces secteurs. Si vous regardez au troisième trimestre, on voit un rebond dans la plupart des secteurs, même si le choc reste toujours plus important dans les loisirs ou dans la restauration. On est à 10% de contraction et non plus 50% de contraction. Si on fait le même graphique pour l'Espagne à droite, vous voyez qu'il y a beaucoup de secteurs en Espagne qui sont très très loin d'être revenus à la normale. Dans l'hôtellerie, dans la restauration, on est encore à la fin du troisième trimestre sur des chocs qui sont de l'ordre de moins 30, moins 40% de perte d'activité. Et donc, on n'est pas du tout dans la même situation. On est beaucoup moins revenu à la normale sur un certain nombre de secteurs en Espagne. Alors, vous le savez, depuis le rebond du troisième trimestre, la mauvaise nouvelle, évidemment, ça a été la reprise de l'épidémie à partir du mois d'octobre dernier. Vous voyez ici les statistiques de nombre de nouveaux cas déclarés. La bonne nouvelle, c'est qu'avec les mesures qui ont été prises, on est en train petit à petit de reprendre à nouveau le contrôle de l'épidémie. Mais ce qu'on sait, c'est que ces mesures, à nouveau, elles vont freiner l'activité. Et on le voit bien sur la page 43, quand vous regardez tous les indicateurs disponibles en temps réel. Vous voyez Google Mobility Trend, donc les indications qu'on a via les données en temps réel de Google. Vous voyez que tous ces indicateurs, depuis la fin du mois de septembre, se sont nettement dégradés. Et si on essaye de regarder l'impact sur le PIB en fonction de ces indicateurs, vous voyez que ça nous dit normalement que le PIB il va retomber à 15% en dessous de son niveau de référence. Alors c'est un petit peu moins fort qu'au mois de mars-avril dernier, mais ça reste un choc extrêmement violent sur la fin de l'année. Alors il faut faire attention, ce sont des indicateurs en temps réel. Il y a eu quand même, et on peut penser que le choc sur l'économie sera un petit peu moins violent que disent ces indicateurs, tout simplement parce que le confinement a été un peu moins strict. Vous savez qu'on a mis en place du click and collect, des choses comme ça, qui font que la mobilité s'est réduite sans doute un peu plus, mais qu'il y a un certain nombre de commerçants qui ont réussi à continuer à vendre un peu plus que lors du premier confinement. Donc ça, c'est important. Le choc est sans doute un tout petit peu moins violent que ce que nous disent ces indicateurs, mais il y a un choc sur le quatrième trimestre. Alors, deuxième élément, vous voyez, c'est la même chose, on le voit assez bien d'ailleurs dans les indicateurs de PMI pour le mois de novembre. Vous voyez ici les indicateurs, vous voyez que ça tient à peu près partout dans le secteur manufacturier et que les indicateurs qui se sont dégradés, mais ce n'est pas une surprise, sont les indicateurs de services. C'est là que ça a baissé le plus, à nouveau. On revient sur des niveaux de 40 pour le secteur des services. Vous voyez quand même que le choc est moins profond, donc les PMI mesurent sans doute un petit peu mieux ce qui est en train de se passer dans l'économie que les seuls indicateurs de mobilité dont on dispose. Alors au total, le scénario qu'on a, et c'est plus une trajectoire de référence, pour nous on continue à faire le pari qu'après un quatrième trimestre, vous voyez, qui est négatif, on rebaisse en haut à gauche de la page 45, l'activité pour nous à nouveau a baissé au quatrième trimestre, et bien progressivement elle remonte, et l'hypothèse qu'on fait, c'est qu'elle remonte vers sa tendance de référence. Alors, on va voir qu'il y a quand même un certain nombre de risques, évidemment, qui sont très clairement à la baisse sur ce scénario et qui fait qu'il y a un certain nombre de pays qui risquent d'avoir du mal à retrouver à la fin de l'année leur tendance de référence. Et puis le deuxième élément, c'est que même dans ce scénario optimiste où on revient sur la tendance de référence, il est assez probable qu'on ne revienne pas à la situation initiale en matière d'emploi. Les taux d'emploi, il y a beaucoup de gens qui sont sortis du marché du travail. Vous voyez qu'on a 4 millions d'emplois manquants aujourd'hui. L'essentiel sont des gens qui sont sortis du marché du travail. Il est peu probable qu'on revienne complètement à la normale à la fin de l'année 2021, même si le PIB, je le répète, revenait sur sa trajectoire de référence. Deuxième élément dans ce scénario-là, il y a un certain nombre de choses qui nous inquiètent en matière de divergence entre pays, et je vais juste expliquer pourquoi. Alors d'abord, quand on regarde les emplois manquants, vous voyez qu'il y a des pays, et ce n'est pas surprenant, on y a insisté, l'Espagne, dans lequel il y a beaucoup plus d'emplois manquants que dans d'autres. Malheureusement, là où il manque le plus d'emplois, c'était déjà des pays dans lesquels les taux de chômage, à la fin de l'année dernière, et vous le voyez à droite de la page 46, à la fin de l'année dernière, les taux de chômage étaient déjà extrêmement élevés dans ces pays-là. On avait 15% de chômeurs en Espagne,
Aujourd'hui, on a 4 millions d'emplois manquants en plus en Espagne, des gens qui se sont retirés de la population active. Vous voyez qu'en France, il y a aussi pas mal d'emplois manquants parce que les gens se sont retirés de la population active. Donc, premier élément, c'est un choc qui touche plus des pays dans lesquels le taux de chômage était déjà relativement élevé à la fin de l'année dernière. Deuxième élément, les travailleurs qui sont à risque de perdre leur emploi sont essentiellement des travailleurs peu qualifiés et ça touche aussi beaucoup plus les pays du Sud. Alors, il y a deux chocs particuliers qui touchent les pays du Sud. D'abord, c'est un choc sur les petites entreprises, vous le savez, beaucoup d'entreprises de la restauration, des secteurs des loisirs, des secteurs qui ont été les plus affectés par la pandémie, sont des petites entreprises. Quand vous regardez la part des petites entreprises dans l'emploi, vous voyez que pour les pays du Sud, l'Espagne, l'Italie, le Portugal et la Grèce, les petites entreprises représentent entre presque 60 et 70% de l'emploi. C'est beaucoup plus que le poids dans l'emploi des petites entreprises en France, en Allemagne, où c'est plutôt 40%. Si on va un tout petit peu plus dans le détail, en bas de la page 47, si on regarde que les entreprises du secteur de l'hôtellerie et de la restauration, vous voyez que pour des pays comme la Grèce, la part dans l'emploi de ces entreprises-là, du secteur de la restauration, c'est 19% de l'emploi. Donc, c'est une part extrêmement élevée de l'emploi. Vous voyez à gauche que pour l'Allemagne, pour la France, on a une part, et pour la Belgique, c'est une part dans l'emploi beaucoup plus faible que pour les pays du Sud. Deuxième élément, le poids de l'emploi peu qualifié est extrêmement élevé, et on le voit là aussi à droite de la page 47. Si on regarde au niveau de la zone euro, les secteurs qui ont été les plus touchés, ça représente 27% du PIB, c'est 34% de l'emploi, mais c'est presque la moitié, 47% de l'emploi peu qualifié. Et là encore, quand on regarde la part de l'emploi peu qualifié par pays, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus d'emplois peu qualifiés dans les pays qui ont été les plus touchés, le Portugal, l'Espagne ou l'Italie. Donc un choc qui est extrêmement asymétrique, ça fait des inégalités entre pays et ça fait aussi des inégalités, et ça risque de créer des tensions à l'intérieur des pays parce qu'on détruit essentiellement des emplois qui sont des emplois relativement peu qualifiés. Et pour une partie de ces travailleurs-là, ça va être très compliqué de retrouver un emploi, même si progressivement l'activité revient à la normale. Alors, est-ce qu'on craint une baisse de l'investissement ? Pas autant que ce qu'on pourrait penser. Ce n'est pas l'élément qui nous inquiète le plus, pour une raison assez simple, c'est que le poids dans l'investissement des secteurs qui sont les plus touchés, et vous le voyez apparaître sur le graphique, page 48 à gauche, vous voyez que le poids dans l'investissement des secteurs les plus touchés, c'est 3-4% du total de l'investissement. Donc, c'est un peu comme aux États-Unis, on a des petites entreprises, mais qui, en poids dans l'investissement, représentent relativement peu. Et donc, ce n'est pas tellement la baisse de l'investissement qui nous préoccupe. Ce qui nous préoccupe, c'est beaucoup plus la contraction de leurs résultats d'exploitation. Et dans certaines économies, la baisse du résultat d'exploitation pourrait aussi affecter un petit peu plus l'investissement que dans d'autres. Et je vais y revenir. Donc, à droite de la page 48, ce que vous voyez apparaître, c'est les pertes de résultats d'exploitation. On a aujourd'hui 2-3 trimestres de résultats d'exploitation sur l'année 2020. Et vous voyez que la perte de résultats d'exploitation sur l'année 2020, pour l'Espagne, c'est à peu près 8% du PIB. Alors, dans certains pays, on a pris des mesures pour essayer de préserver et de réduire cette perte, un peu comme le Paycheck Protection Programme, mais on l'a fait autrement. On a préservé le chiffre d'affaires, ou en tout cas limité les baisses de chiffre d'affaires dans un certain nombre de pays. Et vous voyez en particulier qu'il y a deux pays, les Pays-Bas et l'Autriche, dans laquelle, après subvention, les baisses de résultats d'exploitation sont beaucoup plus faibles. Il n'y en a quasiment pas. Ce qui veut dire que dans ces pays-là, eh bien, le jour où l'activité, où il y a un vaccin, où il y a une immunité de groupe, où la distanciation sociale se réduit et où l'activité repart, on peut penser que les entreprises, les petites PME de ces entreprises-là vont redémarrer assez vite. Ce n'est pas le cas dans tous les pays. Vous voyez qu'en Espagne, en Italie, on a une perte de résultats d'exploitation qui est beaucoup plus violente. Alors, juste pour illustrer la différence entre deux pays, on a remis ici la perte de résultats d'exploitation au niveau des entreprises non financières, et on l'a illustré dans le cas de l'Allemagne et de l'Espagne. Vous voyez la baisse de l'investissement et la baisse de résultats d'exploitation en Allemagne. Pour l'Allemagne, sur l'année 2020, la perte de résultats d'exploitation, c'est à peu près 13% de l'investissement des entreprises. Si on fait le même calcul pour l'Espagne, vous voyez que la perte a été beaucoup plus marquée.
ça représente 36%, presque un tiers de l'investissement des entreprises. Donc il y a clairement, même si les entreprises et secteurs les plus touchés ne représentent pas beaucoup dans le total de l'investissement, il y a quand même clairement dans certains pays, et en particulier des pays du Sud, un risque de baisse relativement plus durable de l'investissement, tout simplement parce que les résultats d'exploitation ont quand même profondément baissé. Deuxième élément, il y a un certain nombre de pays qui vont avoir du mal à revenir sur leur trajectoire si, en particulier, la distanciation sociale perdure à la fin de l'année prochaine. Anton l'a dit dans le cas des États-Unis, il l'a illustré dans le cas des États-Unis. Et juste pour l'illustrer dans le cas de la zone euro, ce que vous voyez sur le graphique de gauche, c'est la consommation de produits dans les secteurs qui ont été les plus affectés, rapportés au PIB du pays. Et vous voyez que cette consommation, pour la Grèce, ça représente à peu près 20 points de PIB de la Grèce. C'est 3 fois plus que pour la Belgique. Vous voyez, pour la Belgique, c'est à peu près 7 points de PIB. Ce qui veut dire que le choc de la distanciation sociale, si les choses ne reviennent pas complètement à leur normale ou mettent du temps à se normaliser, eh bien, un pays comme la Grèce va avoir un choc sur son économie qui est 3 fois plus important qu'un pays comme la Belgique et qui est 2 fois plus important dans le cas de l'Italie ou dans le cas de l'Espagne. Donc un choc qui est très asymétrique, des pays qui risquent d'avoir un choc lié à la distanciation sociale si elle perdurait un peu plus longtemps, qui serait beaucoup plus profond dans les pays du Sud. Et puis, dernier élément, les traces qui vont être laissées en matière de faillite d'entreprise, là aussi, risquent de faire des dégâts qui ne sont pas les mêmes dans les entreprises. Il y a une étude assez intéressante de la BCE qui est sortie il y a quelques semaines et qui essaye de regarder toutes les entreprises à risque. Et des entreprises à risque, c'est des entreprises qui ont un levier d'endettement relativement élevé, qui sont dans des secteurs qui sont les plus touchés par la pandémie et donc qui sont à risque relativement important de faire faillite. Et quand vous regardez l'effet de ces faillites sur l'activité, eh bien, il y a 2 effets. Il y a un effet sur l'emploi, donc les pertes d'emploi risquent d'être beaucoup plus importantes dans certains pays. Vous voyez qu'en Espagne, ces entreprises à risque, ça représente 14% de l'emploi qui serait à ce moment-là à risque. C'est plutôt 8% en Allemagne, 8% en France, donc c'est beaucoup plus en Espagne en matière d'emploi. Et en matière de stock de capital à droite, vous voyez aussi que ces entreprises à risque risquent de détruire beaucoup plus de capital en Espagne qu'en Allemagne. On parle de 6% de possibilité de baisse du stock de capital en Espagne liée à ces faillites. Donc s'il y avait si on laissait, si l'activité ne repart pas assez vite, s'il n'y a pas plus de soutien dans un certain nombre de pays du Sud, eh bien le risque c'est de voir petit à petit des faillites se réaliser, des emplois menacés et un stock de capital s'éroder aussi dans ces pays-là. Alors face à ça, il y a quelques éléments positifs. D'abord, on va normalement mettre en place au niveau de la zone, de l'Union européenne, un plan qui est Next Generation EU, qui est un plan dans lequel il y a à peu près 390 milliards de dons. Et ces dons, vous le voyez sur le petit graphique en bas de la page 51, ils vont profiter essentiellement aux pays qui ont été les plus touchés. L'Italie, l'Espagne vont recevoir entre 4 et 5 points de PIB, le Portugal et la Grèce entre 7 et 9 points de PIB. Donc un choc qui est normalement, une réponse européenne qui est normalement destinée essentiellement à soutenir les pays qui ont été les plus affectés par la pandémie. Alors la mauvaise nouvelle, parce qu'il y en a toujours en Europe, c'est que pour l'instant, ce plan est bloqué parce qu'il y a un veto qui a été mis du côté de la Hongrie, une menace de veto du côté de la Hongrie et de la Pologne. Et pour l'instant, non seulement ça bloque la mise en œuvre de ce plan, mais ça bloque aussi pour l'instant la mise en œuvre du budget européen pour 2021-27. Le pari qu'on fait, mais on pourra y revenir s'il y a des questions, c'est que ce plan, d'une façon ou d'une autre, on arrivera, il sera sans doute retardé, mais on arrivera à le faire passer et ça apportera un peu de soutien. Mais il ne faut pas se tromper sur la nature de ce plan. Ce n'est pas tellement un soutien conjoncturel, c'est un plan qui va être étalé sur plusieurs années. Donc ça apportera au mieux 1 point, 1,5 point de PIB aux pays les plus touchés l'année prochaine. Je rappelle que le choc de contraction de l'activité est beaucoup plus profond que ça, donc ce n'est pas un plan qui est destiné à apporter un soutien purement conjoncturel, c'est un soutien sur le moyen terme, et c'est un plan qui va au mieux être mis en œuvre au plus tôt au milieu de l'année prochaine, donc ce n'est pas ça qui va apporter le soutien dont ont besoin un certain nombre d'économies. Deuxième élément, cette crise
et on le voit, page 52, hein, même s'il y a une réponse au niveau européen, elle n'est pas suffisante. Ce qu'on a vu sur les dernières années, c'est des écarts de croissance, des écarts de niveau de PIB par tête se creuser par rapport à l'Allemagne. Vous voyez en particulier ce qui s'est passé, hein, un PIB par tête en France qui a tendance à diverger par rapport à celui de l'Allemagne. Et de la même façon, si vous regardez l'évolution du PIB par tête en Italie, il s'écarte de plus en plus, hein, du PIB par tête de l'Allemagne. Et à droite, vous voyez, on est les PIB par tête en Espagne, alors qu'il s'était plutôt réduit jusqu'au milieu des années 2000. Les écarts à nouveau, hein, se sont creusés. À partir du milieu des années 2000, vous voyez que les projections pour l'instant du Fonds monétaire nous semblent presque optimistes. Ce qu'on peut craindre, c'est qu'avec cette pandémie, il y ait à nouveau, hein, un accroissement des divergences de niveau de vie entre les pays. Donc on a une réponse européenne, c'est plutôt une bonne nouvelle en matière de solidarité. C'est un acte de solidarité à moyen terme. C'est la première fois que l'EU va emprunter à long terme pour financer des dépenses, pour financer des dons en particulier aux pays les plus affectés. Mais ce n'est pas quelque chose qui va permettre sur le très court terme, hein, qui va suffire pour nous sur le très court terme à apporter le soutien nécessaire. Le soutien nécessaire, il sera apporté d'abord au niveau national par les gouvernements. Et évidemment, ça va se traduire par un stock de dette publique qui, un peu partout, va monter. Donc, juste pour illustrer ça au niveau de la zone euro, hein, page 53, on vous a mis le même graphique que pour les États-Unis. Vous voyez ici les besoins et les capacités de financement. Hein, même si on fait l'hypothèse qu'on revient à peu près à la normale en fin d'année prochaine, et c'est évidemment une hypothèse très optimiste, hein, en matière de déficit public, vous voyez que ce scénario-là, il va laisser, hein, sur les années 2020-2021 un stock de dette publique qui est à peu près 1300 milliards. Hein, il y a 1300 milliards de plus de stock de dette publique. Et si vous êtes un peu plus prudent, vous regardez le scénario de la Commission européenne, et pour la Commission européenne, il y aura plutôt 1600 milliards de dollars de plus de dette publique sur les années 2020-2021. Donc, plus de dette publique à absorber. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un agent qui contribue évidemment à l'absorption de ces dettes publiques, c'est la Banque centrale européenne. Et on a fait un petit calcul, page 54, pour montrer que l'année prochaine, en tout cas, cette absorption de dettes publiques supplémentaires, elle ne devrait pas poser trop de problèmes. On a regardé en supposant que la BCE augmente la semaine prochaine la taille de son Pandemic Emergency Programme, donc de son programme d'achat d'aide, son programme d'achat de titres publics, si elle l'augmente de 500 milliards d'euros, eh bien, vous voyez que les dettes publiques sont très largement absorbées. Hein, les émissions nettes des achats de la BCE sont partout négatives. Hein, c'est négatif pour la France, c'est négatif pour l'Allemagne, pour la Belgique. Hein, partout, la BCE achète plus que ce qui va être émis par les gouvernements l'année prochaine. Donc, à court terme, on n'a pas trop de problèmes, évidemment, d'absorption. Tant que la BCE est là, il nous semble que ce surcroît de dette publique va être assez largement absorbé et ça évitera évidemment que les taux d'intérêt à long terme ne remontent trop en Europe. Le vrai problème, c'est le soutien, c'est de savoir si les États qui sont les plus en difficulté apporteront un soutien suffisant l'année prochaine et un soutien suffisant sur les années qui viennent, je vais y revenir, pour que les dettes publiques soient effectivement soutenables à moyen terme. Donc, vous voyez ici ce qui s'est passé, et ça illustre bien, ça donne une idée, hein, du défi pour un certain nombre de gouvernements. Vous voyez que le soutien budgétaire en 2020, il a été beaucoup plus important en Allemagne, hein, c'est à peu près 9 points de PIB qu'en France, et surtout qu'en Espagne. Vous voyez qu'en Espagne, le soutien budgétaire, il est de l'ordre d'un peu plus de 3,5 points de PIB, c'est 3 fois moins quasiment qu'en Allemagne. Mais si vous regardez ce qui s'est passé en matière d'évolution des dettes publiques sur 2020, vous voyez que l'Espagne est en haut du classement, c'est elle, alors qu'il y a eu peu de soutien budgétaire, c'est en Espagne que le poids de la dette publique s'est accru le plus, tout simplement parce que la contraction de l'activité a été nettement plus marquée. Vous voyez que la France est en numéro 2 et la Belgique, finalement, arrive aussi assez haut dans le classement, hein, en numéro 3. Donc, on a une hausse de l'endettement public alors qu'on a des pays qui ont soutenu relativement moins. Alors, pour illustrer le défi sur les prochaines années, on a refait quelques projections d'aide publique et je vais juste illustrer la mécanique dans le cas de l'Allemagne et vous verrez ensuite dans le cas des autres pays ce qui se passe. Donc, on avait pré-crise, hein, une trajectoire de PIB de référence pour l'Allemagne, à peu près 1% de croissance, hein, de l'activité en termes réels chaque année. C'est la trajectoire gris pointillé.
Le solde budgétaire primaire, donc avant paiement d'intérêt, en Allemagne était excédentaire. L'Allemagne avait un excédent d'à peu près 2 points de PIB. Et si elle maintenait cet excédent, vous voyez que sa trajectoire de dette publique avant la crise était extrêmement favorable. On était déjà à 60% et on allait tranquillement vers moins de 40% à l'horizon 2025. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce choc? Même si on revient dans un scénario optimiste sur la trajectoire de moyen terme, en matière de croissance en Allemagne, vous voyez que la trajectoire de dette publique, elle est un peu moins favorable. Il y a 10 points de PIB de dette publique en plus, et on va mettre un peu plus de temps, du coup, à revenir en dessous de 60%. Et vous voyez qu'en termes de niveau de dette publique, on n'est pas très inquiet sur l'évolution allemande. Le risque, c'est quoi? C'est un affaissement du potentiel de production. Si le potentiel de production, si on laisse les potentiels de production durablement s'affaiblir en Europe, eh bien, on aura un peu plus de mal à rééquilibrer les budgets, et donc on aura un poids des dettes publiques qui restera plus élevé. Vous voyez que dans le cas de l'Allemagne, ça laissera l'Allemagne avec un poids de dette publique qui est stabilisé, qui ne rebaisse pas, mais qui est stabilisé à peu près autour de 60%. Je le répète, dans le cas de l'Allemagne, on n'est pas très inquiet. Le problème, c'est quand on fait le même exercice pour d'autres pays, et vous voyez ici ce qui se passe en France, en Italie et en Espagne, vous voyez que les scénarios, ils sont nettement moins favorables, même s'il y avait un retour à la normale rapide, le scénario vert, partout, ça laisse un stock de dette publique qui est à peu près 20 points de PIB plus élevé dans ces 3 pays-là. Et si en plus le potentiel de production s'affaiblit, eh bien vous voyez que partout, ça met les trajectoires de dette publique ça met les dettes publiques sur des trajectoires qui sont moins favorables, dans lesquelles le poids de la dette continue à s'alourdir un petit peu sur les années futures. C'est le cas en France. Vous voyez qu'en Italie, ça laisserait la dette publique dériver encore et continuer à s'approcher des 160 points de PIB. Et vous voyez que dans le cas de l'Espagne, là encore, la trajectoire rouge, elle est nettement moins favorable. Donc l'enjeu pour la soutenabilité des dettes publiques, c'est vraiment cette préservation du potentiel de croissance. Et pour ça, il va falloir qu'il y ait à la fois des efforts au niveau européen, donc le plan européen passe, mais il va falloir aussi qu'il y ait des efforts qui soient faits en matière de requalification de la main-d'œuvre par les gouvernements, en particulier pour tous ceux qui sont relativement peu qualifiés et pour lesquels il va falloir retrouver un niveau d'emploi pour éviter aussi cet affaissement et limiter le nombre de faillites. Donc tout ça, ça fait partie des défis de l'Europe. À l'horizon de l'année prochaine, on pense qu'il y aura du soutien et on continue de penser qu'on peut très bien, surtout s'il y a la perspective d'un vaccin, revoir la croissance petit à petit, s'approcher de sa trajectoire de référence. Mais cette crise, elle va laisser pas mal de traces, nous semble-t-il, en Europe. Voilà, j'ai été un peu longue. Je vais maintenant vous laisser la parole. Renato, je vous laisse s'il y a des questions. Merci beaucoup, Florence. Merci, Anton, pour vos présentations. Donc, nous avons déjà reçu des questions et nous avons aussi reçu des félicitations. Merci beaucoup pour les félicitations. La première question reçue porte sur l'investissement immobilier aux États-Unis et l'Europe. En effet, c'est une question pour avoir un commentaire. Et l'autre question, c'est comment on réagit vis-à-vis de l'augmentation des dépôts financiers. Est-ce que c'est un phénomène temporaire ou plutôt une nouvelle tendance? Florence? Oui. Je dis un mot à propos des États-Unis. Oui, très bien. Alors, aux États-Unis, clairement, l'investissement résidentiel, c'est un facteur normal de stabilisation de l'activité lorsque le reste est déprimé. Quand les taux à long terme sont bas, les ménages américains empruntent massivement sous forme d'emprunts hypothécaires. Et c'est très exactement ce qui s'est passé. Il y a eu un boom des emprunts hypothécaires et ils empruntent pour acheter de l'immobilier. Les prix de l'immobilier ont fortement accéléré au cours des derniers mois. Tout ça, c'est le comportement normal de l'économie américaine. La nouveauté, c'est qu'il y a par ailleurs des dépôts qui sont la contrepartie de l'endettement public qui est financé pour l'instant par les banques centrales qui émettent comme contrepartie des réserves qui elles-mêmes sont la contrepartie des dépôts que les ménages font.
Donc, cette situation, elle contribue également à augmenter non seulement les prix de l'investissement des maisons, mais aussi de l'ensemble des actifs, tout simplement parce que l'équilibre du portefeuille, c'est ce que j'essayais d'expliquer il y a une seconde, mais on n'a pas trop de temps, mais l'équilibre de portefeuille fait qu'il y a trop de liquidités aujourd'hui par rapport à la valeur du reste des actifs qui sont dans les portefeuilles. Et ça pousse aussi bien l'immobilier que les actions, que les titres publics et privés. Ça devrait les pousser, en tout cas les spreads de crédit, ça les pousse tous. Ça pousse tous ces prix à la hausse. Et petit à petit, il nous semble qu'une hausse des taux sans risque peut contribuer à fixer une partie de ces dépôts, mais ça va prendre du temps. Et surtout, dans tous les cas, ça ne peut pas se faire de façon brutale parce que sinon, ça casserait la croissance. Donc, on est dans une situation où, effectivement, les prix des actifs vont monter, ceux de l'immobilier en particulier. C'est un facteur de volatilité qu'il faut prendre en compte. Il est engagé, tout ne va pas se produire devant nous. Une partie s'est déjà produite, nous semble-t-il. Florence, vous voulez dire un mot sur la zone euro ? Alors, sur la zone euro, ce qu'on voit quand même, c'est un ralentissement dans pas mal de pays de l'immobilier résidentiel. Alors, ce n'est pas marqué, c'est plutôt un secteur qui a bien tenu. Le risque, il est aussi sur, évidemment, l'immobilier commercial. On voit un peu partout les entreprises repenser la façon dont elles vont organiser à l'avenir le télétravail. Et donc, sur l'immobilier commercial, il y a aujourd'hui un risque qui ne nous semble pas complètement négligeable dans un certain nombre de pays européens, et on voit effectivement ce marché ralentir un peu plus fortement. Sur l'immobilier résidentiel, ça résiste bien, mais les transactions ont tendance à fléchir, et on commence à le voir dans pas mal de pays européens. Les banques sont en train de resserrer leurs standards de crédit, en particulier sur le crédit immobilier. Et donc là encore, ça devrait plutôt freiner un petit peu le secteur à l'horizon des prochains trimestres. Merci beaucoup, Florence. Merci, Anton. Peut-être si vous pouvez ouvrir votre vidéo, ça serait pas mal, comme ça on vous voit aussi. La deuxième question qu'on a reçue porte sur les différences sur les perspectives de croissance entre notre scénario et le scénario de l'OCDE. Donc, je ne sais pas si Florence ou Anton, vous souhaitez voilà. attaquer. On peut en dire un mot, en tout cas au niveau européen. On fait l'hypothèse que la distanciation sociale se réduit. Alors, il y a deux éléments pour lesquels on est un tout petit peu plus optimiste. Il y a un élément pour lequel on est plus optimiste, c'est que quand on regarde ce qui s'est passé au troisième trimestre, on a vu quand même l'activité rebondir assez fortement dans les pays européens. Et ce qu'on voit, c'est que les institutions comme l'OCDE ou le FMI étaient beaucoup plus négatifs aussi sur l'année 2020. Donc le premier élément qui nous conduit à être un peu plus optimiste, c'est ce fait que dès qu'on relâche le confinement, et surtout s'il y a un vaccin l'année prochaine, on voit qu'assez vite la distanciation sociale, une partie en tout cas de la distanciation sociale se réduit. Et de l'autre côté, il y a eu quand même pas mal de mesures de soutien, et ces mesures, elles sont prolongées dans beaucoup de pays. On voit que le chômage partiel, à chaque fois qu'il y a des confinements, on prolonge les mesures de chômage partiel. On essaye maintenant d'élargir le soutien aussi aux entreprises, celles qui ont le plus souffert dans les secteurs comme la restauration. Et donc tout ça, c'est un des éléments qui nous conduit à être plus prudents, qui nous conduit à être un peu plus optimistes que l'OCDE ou le FMI. Si vous regardez les prévisions du FMI, c'est la même chose. Mais je rappelle, ils étaient déjà extrêmement négatifs sur cette année. Ils ont plutôt tendance à réviser un petit peu leurs perspectives de croissance à la hausse. Et donc nous, on fait le pari, on reste un peu plus optimiste qu'eux. Anton, tu veux ajouter quelque chose? Sur la zone euro, Florence a tout dit. Parfait. Et peut-être une dernière question que nous avons reçue, c'est le niveau cible d'endettement des pays, parce que historiquement, voilà, on disait toujours que 60%, c'est un niveau de dette soutenable, mais là, on dépasse largement. Si on devait faire un calcul pour estimer un niveau de dette soutenable, à quoi est-ce que cela ressemblerait?
Moi, je suis persuadée qu'il n'y a pas de niveau absolu de dette soutenable. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait une étude, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais de Reinhardt et Rogoff qui disait qu'à 90%, c'était la fin du monde et que rien n'était plus soutenable. Hein. Donc, on a vu que dans beaucoup de pays, on a dépassé ce seuil. Et donc, il n'y a pas de seuil magique hein, qui nous dise qu'il y a un niveau absolu d'endettement qui n'est pas soutenable. Le Japon a une dette publique beaucoup plus élevée. On est à 200 points de PIB hein, en brut et cette dette, elle est soutenue depuis plusieurs années. Donc, c'est moins le niveau, mais c'est vraiment la tendance hein, de la dette publique. C'est est-ce que les gouvernements sont capables d'honorer leurs engagements? La réponse, c'est oui. Ils peuvent toujours honorer leurs engagements, quel que soit le niveau. Mais si la dette publique dérive de plus en plus, eh bien, il y a des charges d'intérêt qui s'alourdissent et il y a un problème de soutenabilité. Donc, ce qui est important pour nous, c'est moins le niveau absolu que l'évolution, hein, la trajectoire de cette dette publique. Si elle monte en permanence, ça devient plus compliqué, nous semble-t-il, à soutenir que pour une dette publique dont le poids est stabilisé. Anton ? Non, Florence. L'idée, c'est que les différentes limites hein, qui ont été fixées ont été les unes après les autres franchies. Donc, il ne faut pas se fixer de limites dans l'absolu. Nous, il nous semble qu'une des limites, c'est les marchés, bien sûr, jusqu'à quand les marchés vous font confiance. Et de ce point de vue-là, ce qui compte, c'est qu'un État continue de persuader les marchés qu'il a la capacité d'enrayer la hausse de sa dette. Et ça, ce n'est pas si facile que ça. Ça veut dire qu'il doit persuader les marchés qu'il a la capacité, le jour où l'épargne se fera un peu plus rare qu'elle n'est aujourd'hui, le jour où les taux d'intérêt commenceront à monter, qu'il a la capacité soit à augmenter les impôts, soit à limiter ses dépenses. Si un État n'est pas dans cette situation de convaincre les marchés qu'il peut politiquement augmenter les impôts ou baisser ses dépenses pour s'ajuster au fait que l'épargne sera moins rare, eh bien à ce moment-là, les marchés auront raison de ne plus lui faire confiance. Mais il nous semble que pour l'instant, on n'est pas dans cette situation. Florence a parlé du Japon et il nous semble que pour l'instant, un pays comme la France n'est pas non plus dans cette situation. Mais cette capacité à monter les impôts si c'est nécessaire ou à baisser les dépenses, c'est vraiment l'élément politique. Est-ce que le pays le supporte? Est-ce que le pays l'accepte? Est-ce que l'État est prêt à le faire? C'est l'élément clé de la soutenabilité. Le reste, c'est une affaire de confiance hein, et il n'y a pas de limite objective, nous semble-t-il. Merci Anton, merci Florence pour toutes vos présentations et les informations que vous avez partagées avec nous. Je souhaite aussi rappeler que Cambriam a lancé une campagne qui s'appelle Cambriam Outlook. Il y a un site internet dédié où vous trouvez chaque jour une question sur les marchés financiers, sur les classes d'actifs, qui est répondue par un de nos experts. Donc, encore merci d'avoir participé à cette conférence et au plaisir de vous reparler bientôt. Bonne journée. Merci à vous et au revoir. Merci, au revoir.